À 10h04, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Alger Chain 3, ça vous concerne, c'est en direct et jusqu'à 11h. Nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas. On est le lundi 14 avril 2025. Ça vous concerne, met à l'honneur ce matin le cinquième pilier de l'islam, le Hajj. C'est le rêve de tout musulman. Certains économisent toute une vie pour pouvoir accomplir un jour le pèlerinage. Comment se préparer au mieux? Il y a un avant, un pendant et un après, et ça commence ici, avant le départ, au lieu saint de l'islam. Donc il faut absolument prendre en considération tout ce qui est donné comme conseil par l'Office national du Hajj et de l'Umrah et par les médecins qui font partie aussi de la mission. Comment réussir son Hajj et dans les meilleures conditions? Quels sont les conseils et consignes à suivre et quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour faire de la saison du Hajj 2025 une réussite? Nos invités sont là justement pour vous guider sur les différentes étapes du Hajj. Nous recevons ce matin, dans Ça vous concerne, de l'Office national du Hajj et Umrah, M. Issa Khouja, du ministère des Affaires religieuses, M. Abdelhamid Hachadi, du ministère de la Santé, Dr Fatima Attou, interniste. Bienvenue encore une fois dans votre émission, votre espace Ça vous concerne. On revient dans quelques minutes, restez branchés. À 10h presque 10 minutes, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois sur Alger Chain 3 dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la saison du Hajj 2025. On en parle évidemment avec nos invités du ministère des Affaires religieuses, M. Abdelhamid Hachadi, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. De l'Office national du Hajj et de l'Umrah, M. Issa Khouja. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous. Merci, madame. Et nous avons avec nous aussi du ministère de la Santé, Dr Fatima Attou, qui est interniste et membre de la mission médicale. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous. Madame, et merci pour l'invitation. Alors on commence par le début, je le disais tout à l'heure, le Hajj c'est un avant, un pendant et un après. Il y a un début avant de se déplacer déjà au lieu saint de l'islam. C'est les réservations, monsieur Khouja qui est avec nous de l'Office national du Hajj et de l'Umrah. Alors ces réservations, elles se poursuivent. Comment? Que faut-il faire justement pour éviter les mauvaises surprises? Quelques conseils à donner déjà, dès maintenant, à la réservation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Hajjis? Ok, d'accord, madame, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, permettez-moi tout d'abord d'aborder et de parler des rituels les plus importants parmi les 5 piliers de l'islam. Donc, le Hajj est lié à la capacité tout d'abord physique et financière du pèlerin, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, l'OMPO accorde une importance, une attention à l'élaboration d'une stratégie globale qui comprend une campagne de sensibilisation et former les pèlerins sur toutes les étapes à suivre et durant que les pèlerins traversent durant l'accomplissement du Hajj. Donc, pour aborder la question des réservations, c'est sûr que la réservation est en collaboration avec Air Algérie. Donc, Air Algérie, une fois que le billet il est établi, donc le pèlerin, c'est lui qui devait, via la plateforme numérique, c'est lui qui appelait à réserver sa place. Donc, que ce soit au niveau de Air Algérie pour réserver son billet ou bien au niveau pour l'hébergement. Donc, une fois la réservation est faite, donc il est confirmé, le Hajj ne peut pas accéder à la Khara, il ne peut pas demander le remboursement, il ne peut pas réclamer son remboursement, que ce soit les frais liés au Hajj ou là les frais liés au billet. Il faut bien réfléchir, on leur demande de bien réfléchir avant de faire la réservation, c'est bien cela. Ah oui, c'est très important, parce que une fois, donc, si on n'a pas encore réservé, donc on annule notre billet à l'avance, il n'y a pas de souci. Mais une fois réservé, Air Algérie, que ce soit Air Algérie ou l'Office de l'OMPO, ils ont engagé des charges. Donc on ne peut pas accéder au remboursement de ces charges, que ce soit d'hébergement ou là
du billet d'avion. Alors justement, se préparer avant le grand départ, il y a une préparation sur le plan sanitaire, il y a une préparation sur le plan spirituel, on va voir tout à l'heure dans un moment cela avec nos invités. Il y a aussi tout ce qui a été mis en place sur le plan logistique pour assurer un bon hajj, un bon départ, un bon commencement pour nos hajjis. C'est sûr. Donc alors, pour rappel, le Hajj constitue l'un des piliers de l'islam et attire chaque année des millions de pèlerins, Oui. donc algériens, vers les villes de saintes de Mecca et Médine. La réussite de l'organisation logistique, notamment Oui. en matière de transport, est un enjeu majeur pour les autorités concernées. Donc, le ministre du Transport, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, ont signé des accords, des conventions Oui. dans ce sens pour prise en charge optimale du transport des pèlerins vers l'Arabie Saoudite. Au lieu de ça, notamment à travers la création d'une commission chargée de suivi de l'organisation de la saison Hajj au niveau de tous les aéroports concernés, l'aéroport d'Alger, au niveau de toutes les wilayas concernées. Plus besoin pour les futurs hajjis de monter sur la capitale pour pouvoir prendre leur vol. Et puis pour ceux qui habitent dans des lieux reculés des aéroports, le transport aussi leur est garanti. Oui, heureusement, l'État a mis à disposition des pèlerins des transports qui relient les wilayas les plus éloignés vers les aéroports concernés. Donc, de ce côté, il n'y a pas de souci pour que les pèlerins, Inch'Allah, seront transportés rapidement vers les aéroports et une prise en charge totale sera réservée, Inch'Allah. Très bien. On va revenir avec vous justement sur ce qu'il faut se méfier sur cette plateforme, sur ces réservations où il ne faut pas y aller, sur les sites officiels qui sont mis en place pour justement garantir un bon déroulement du Hajj. Mais avant, on parlait de cette préparation qui doit se faire avant le départ au lieu saint, à savoir sur le plan santé, docteur Atou, il y a vraiment des précautions à prendre. Un check-up, c'est nécessaire juste avant le départ au Hajj, docteur? Alors avant tout, moi je tiens à féliciter déjà les hajjis qui ont été tirés au sort. Maintenant, une fois qu'ils ont été tirés au sort, c'est vrai qu'il y a toute une préparation. On ne part pas comme ça. Ce n'est pas un voyage touristique. Oui. Non, c'est un voyage qui a toute son importance du point de vue spirituel, mais aussi il faut savoir que l'effort physique est très 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 important, il est intense. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais une fois que le Hajj est là-bas, il découvre que là, il va aller au bout de ses forces. Il y a une certaine pénibilité à prendre en considération. Il y a une pénibilité pendant ce séjour-là. Oui. Et donc c'est pour cela qu'on dit le Hajj, une fois qu'il a été tiré au sort, donc là, il faut qu'il se prépare. Oui. Il a assez de temps. Le tirage au sort a été fait, donc on se prépare moralement, physiquement. Oui. On prend le temps de se reposer, on prend le temps de marcher, d'apprendre à marcher. On prend le temps là pour les maladies chroniques. Il faut qu'il aille faire un check-up. 2 semaines à 3 semaines avant, il faut qu'il aille voir son médecin, qu'il fasse ses bilans. Et là, il faudrait que son médecin, donc c'est sûr qu'il l'a autorisé, le Hajji, il a un carnet de santé. Ce carnet de santé, il faut qu'il soit rempli par le médecin traitant. Oui. Parce que c'est très important. C'est ce carnet-là qui est le passeport du point de vue santé pour nos Hajji. Des fois, on les reçoit et ils sont dans un état où ils ne peuvent pas communiquer, où ils ne peuvent pas savoir. Ils sont âgés, la majorité sont âgés. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie et qu'est-ce qu'ils prennent comme traitement. Oui. Or, que si on a ce carnet qui est bien documenté, une fois que je l'ouvre, c'est bon, je n'ai pas à poser de questions. Alors, ce carnet, il est obligatoire? Il est obligatoire. Très bien, il ne faut pas l'oublier. Le carnet est obligatoire. D'ailleurs, les Hajjis passent par des commissions médicales qui sont installées sur tout le territoire national. Qui, donc, tous les Hajjis passent par une visite médicale. Ça, c'est en dehors du passage chez leur médecin traitant. Ils passent par les commissions médicales qui englobent donc, un médecin généraliste, un psychiatre et s'il faut d'autres. Et en même temps,
il y a le côté vaccination, le volet vaccination. Très important à faire oui. Donc ce carnet-là, il est obligatoire. Il est donné après chaque visite où sont apposées les signatures des médecins qui ont vu ces hadjis et en même temps qui doit porter aussi tous les vaccins sont transcrits sur ce livret-là en même temps qu'un certificat médical est délivré. Très bien. Vous conseillez tout de même d'aller voir son médecin traitant. Oui, ça c'est important. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on passe chez la commission. On va aller peut le faire dès maintenant. Oui, là, on a le temps. On a encore le temps. On va aller chez son médecin traitant. Même une personne qui se porte bien, même qui est en une bonne personne santé. qui se porte bien, on lui conseille de faire un petit check-up. On n'en sait jamais. Il y a des maladies silencieuses. Absolument, comme le diabète par exemple. Par exemple, quand on découvre qu'une fois qu'un bilan est fait. Oui. Donc autant savoir tout avant les départs qu'une fois être sur place. Pourquoi? Parce qu'on a eu des surprises et des gens qui ont décompensé alors qu'ils ne se savaient pas malades. Oui. Ça, c'est très, très important. Et dans l'urgence, il vaut mieux prendre les précautions qu'il faut. Exactement. Nous, à chaque fois qu'on a un élément, un renseignement antérieur, il va nous aider à prendre en charge rapidement le patient, le hadji, qui deviendra un patient. Oui. Et là, on n'a pas à chercher à questionner, ou bien, d'autant plus que souvent, nos hadjis, surtout les sujets âgés, voyagent seuls. Oui. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas le nom du produit. Ils ne savent pas combien de doses par jour. Et là, des fois, croyez-moi qu'on a trouvé des livrets qui étaient vides. Oui. Vide complètement, rien à signaler, alors que là, c'était tout faux. Il ne faut pas craindre que si on met tout dans ce carnet, on va nous... Non, on ne va pas vous refuser, c'est bon, vous êtes sur ces listes-là, mais donnez-nous le maximum d'informations sur vos états de santé avant de pouvoir les prendre en charge. Exactement. Si toutefois il y a un problème. Si toutefois il y a un problème. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait de problème. Mais vu la dureté et vu la pénibilité du séjour, même, croyez-moi, même les sujets qui sont en bonne santé, en fin de parcours, ils sont pratiquement sur les genoux. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, souvent ils sont malades, âgés. Il faut qu'ils soient accompagnés. Ça, c'est le vœu pieux. Oui. Celui qui veut envoyer son père ou sa mère et lui faire plaisir, il faut qu'il l'accompagne. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas c'est ses enfants. Oui. Parce que la prise en charge, elle est pénible. Oui. Le Hajj, ici, oui, il vous dira, oui, il va aller avec moi, je vais le prendre. Mais ce n'est pas vrai. Il ne pourra pas. Même s'il le veut, il ne le pourra pas. Très bien. C'est une grosse responsabilité. Donc, celui qui veut envoyer ses parents âgés, malades, oui. Il faut les accompagner. La vaccination, elle a commencé, elle s'est terminée. Non, elle est en cours. Elle est en cours. Et là, il y a des vaccins qui sont obligatoires. Donc, c'est les autorités saoudiennes qui le déclarent. Oui. Et il y a des vaccinations qui sont souhaitables. Très bien. Donc, parmi les vaccinations obligatoires, c'est le vaccin contre la méningite, donc l'antiméningocoque, et le vaccin contre la polio. Ça, c'est obligatoire, il faut le faire. C'est obligatoire, il faut le faire. Il faut le faire dans un délai avant le départ ou non? C'est pour le méningocoque, généralement, c'est 10 jours avant les départs. Très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, pourquoi? Parce que la durée de vie de la protection d'un vaccin anti-méningocoque, elle est de 5 ans. Si le pèlerin a déjà été ou a reçu déjà une dose de vaccin dans cette période de 5 ans, moins de 5 ans, c'est bon, il est couvert. Il n'a pas à refaire une autre dose. Si maintenant il n'en a jamais fait, il va pour prendre sa dose. Si cette vaccination dépasse les 5 ans, il est obligé de la refaire. Très bien. Les lieux de vaccination sont définis? Là, ils sont définis, ils sont au niveau de ces commissions. Très bien. Donc, au niveau des polycliniques qui sont bien individualisées, bien signalées, où les hadjis savent très bien où elles se trouvent. Très bien. Le deuxième vaccin, donc, c'est l'anti-poliomyélique qui est devenu obligatoire. Il y a quelques années, il n'était pas obligatoire, mais devant la recrudescence de l'affection, là, il est devenu obligatoire. Celui-là, donc, il faut qu'il soit administré 4 semaines avant le départ. Là, il faut le faire. Là, il faut le faire. Oui. Il n'a plus le temps d'attendre. Si le hadji ne le fait pas, il ne sera pas autorisé à y aller. Parce que le carnet, il est déjà visé ici, au niveau de l'aéroport. Donc, s'il ne figure pas sur son carnet
vacciné et sur son certificat on lui médical, refusera le départ. on lui reculera son départ ou on lui refusera. Ça, c'est autant que le Hadji ne se trouve pas dans ces situations. C'est 4 semaines. Il faut respecter les délais. Pour les vaccins recommandés, c'est l'antigrippal. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité telle que la contamination, elle est rapide. Oui. Et là, il faut le faire, c'est recommandé. Très bien. C'est laissé à l'appréciation du patient? Du patient, c'est le patient qui le... Généralement, pour les sujets âgés, il est automatiquement fait. Oui. Et d'ailleurs, la campagne, elle a duré jusqu'au mois de décembre, janvier. Oui. Mais même s'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, ils peuvent toujours le faire. Ils peuvent toujours le faire. En tout cas, il reste pratiquement 4 semaines. Hein, le premier vol pour le 12 mai. Départ, là, il faut vraiment y aller pour se faire vacciner. Pour se faire vacciner. Il faut plus retarder. Logiquement, ils ont tout fait, comme a dit monsieur. Donc, ils ont réservé, ils ont... Oui. Et là, il faudrait qu'il termine par cette consultation médicale. Très bien. Monsieur Hachadi, donc il y a cette préparation qu'il faut faire avant le départ pour s'assurer que tout est bon. Il y a aussi une préparation spirituelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'il faut absolument... C'est vrai qu'on est dans l'euphorie de partir, dans cette joie de partir et d'accomplir ce 5e pilier de l'islam, mais il y a cette préparation spirituelle qu'il faut absolument faire dès maintenant. Bien sûr. Bon, premièrement, je tiens à remercier la chaîne 3 pour cette invitation, bien sûr. Et je pourrais commencer par dire que le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a pris cette disposition. Il a fourni tous les moyens et les moyens techniques et bien sûr même sur le plan effectif. Donc les pèlerins vont voir et avoir une assistance scientifique bien sûr et une assistance de guidance à travers les imams et les bien sûr comment dirais-je les candidats qui seront en charge des pèlerins bien sûr. Donc il faut savoir avant tout que pour le Hajj, que ce voyage il est en premier lieu un voyage spirituel, un voyage qui va être effectué avant tout avec le cœur. Et il faut faire et effectuer l'intention de faire ce Hajj. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان عندما يفي cette intention يعني يقول النية تاع الحج دائما يقول اللهم حج لا سمعة فيه ولا رياء. Ça veut dire ni ostentation ni une volonté d'être honorifié ou bien chercher un titre quelconque ou l'exhibition bien sûr. C'est un voyage et c'est pour ça que l'intention représente cette sincérité, cette vocation à Allah tabaraka wa ta'ala, uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. On fait ce hajj pour Allah azza wa jal. Et il faut observer aussi que le hajj, bien ce hajj qui a été tiré au sort bien sûr, ce tirage au sort représente le choix divin, représente la sélection divine, représente cette grâce divine d'Allah tabaraka wa ta'ala que X des 42 millions, 45 millions d'Algériens a été choisi pour aller effectuer cet acte d'adoration, cet acte rituel bien sûr. Et puis si on élargit un petit peu le tableau, X par rapport à 1,5 milliard de musulmans. Oui. C'est un choix et c'est une sélection qu'il faut considérer. Donc le Hajj doit être conscient, doit être comment dirais-je dans l'état de la louange vers Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ce choix, par rapport à cette grâce divine. Donc il faut observer bien sûr cette intention, هذا النية qui représente le premier pilier de l'Hajj,
أن يعني يتحقق الحاج بالنية الخالصة لله تبارك وتعالى لا سمعة ولا رياء. Très bien. Donc, et cela, il faut le faire maintenant, bien sûr, et avant de partir. Et avant de partir, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, le Hajj a l'occasion, pour l'instant, d'aller voir l'imam de son quartier, l'imam de la mosquée qui est à proximité, bien sûr, de sa demeure. Et ici, je pousse les Hajjis à harceler les imams. Oui. Il faut aller demander, il faut aller poser des questions, il faut aller à cet imam ou à ces gens qui représentent le ministère, bien sûr, à travers les institutions du ministère, le masjid, le madrasa al-Qur'aniya. Oui. Toutes les questions sont bonnes à poser. Il a le droit de poser la question à l'imam et de rester près de lui jusqu'à ce qu'il soit rassasié de ces questions qu'il a le droit de poser. Il faut aussi qu'il ait connaissance de tous ces rites qu'il faut bien accomplir sûr, absolument. Pour ceux qui ont la possibilité de lire ou de se cultiver, bien sûr, il y a des manuscrits, des petits manuscrits fournis par Diwan al-Hajj ou bien par le ministère. Il y a des livres, il y a des sites, il y a différents moyens pour acquérir un savoir, un minimum de savoir pour ne pas tomber dans l'erreur et risquer que le Hajj, bien sûr, qu'il ne sera pas valide. Très bien. Alors je reviens à l'organisation du Hajj avec vous, Monsieur Khouja. Il y a donc se préparer avant le voyage pour bien être donc et bien arriver au lieu saint de l'islam. Ça passe aussi par, donc on le disait tout à l'heure, par la réservation, ça passe aussi par des sites d'information, par des agences de voyage. L'Office national de l'Umrah et du Hajj effectivement donc assure cela, mais il y a aussi des partenaires qui vont assurer cela. Il y a certaines personnes mal intentionnées qui profitent de cette période justement pour escroquer certains Hajji qui veulent donc accomplir ce 5e pilier de l'islam. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce qu'il y a des sites officiels qu'il faut consulter absolument pour ne pas tomber dans ces arnaques? D'accord. Concernant l'Office, il travaille en collaboration avec Air Algérie, bien sûr, avec d'autres compagnies, avec les partenaires saoudiens aussi. Oui. Donc, dans des cas pareils, déjà l'État a mis tout un dispositif pour, c'est-à-dire éviter toutes ces arnaques au niveau national. En Arabie Saoudite aussi, l'État saoudien a pris des dispositions concernant ces fraudes. Donc les fausses campagnes ou les arnaques ou les fraudes, des arnaques visant à escroquer l'argent aux pèlerins notamment. Oui. Lorsque des agences de voyage peu scrupuleuses exploitent la confiance des pèlerins. Donc là, il faut faire attention. Le Hajj doit faire attention. Il faut choisir tout d'abord les agences qui ont des agréments. Il faut choisir des agences qui ont des autorisations. Oui. Et là, on peut les consulter sur le site de l'Office. Oui, l'Office a plusieurs sites concernant les agences agréées. Des agences agréées notamment, et puis il y a des moyens aujourd'hui d'éviter toute arnaque concernant. Donc, en tout cas, il faut bien se renseigner parce que c'est beaucoup d'argent que le Hajji, mais parfois c'est des économies de toute une vie. Exactement, oui. C'est des sommes faramineuses quand même qu'ils demandent. C'est des agences, c'est des faux agences non agréées, non autorisées qui travaillent dans ce sens. Et puis ça répercute sur le pèlerin. Une fois il a eu le visa, il est allé en Arabie Saoudite, il va se retrouver d'ailleurs recherché ou bien... Donc il risque des problèmes sérieux. Oui, en matière
d'hébergement, en matière, même pour le machahir, elle ne peut pas monter au Hajj. Oui, avec des pénalités, avec des procès, ça risque même de la prison au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc il faut vraiment faire attention, ce n'est pas que de l'argent il faut qu'on faire va perdre, attention, mais aussi... éviter les agences non agréées, acheter des billets uniquement auprès des agences de voyage agréées, celles qui disposent d'une licence d'agence de voyage, et donc de passer par... éviter de passer par un intermédiaire quand même. Donc demander une copie du reçu, demander l'agrément. Une fois vous allez à l'agence, vous payez vos frais de visa, demandez à l'agence son agrément. Il faut être exigeant. Demandez une pièce justificative qui prouve que l'agence est agréée par l'Office national de pèlerinage. Donc, de préférable aussi de payer par carte. Oui, pour qu'il y ait une traçabilité. Voilà, pour la traçabilité, et éviter le paiement en espèces, exiger un contrat, bien sûr, précisant un descriptif des prestations, un contrat prouvant que l'agence a un engagement envers le pèlerin. C'est ça qui évite quand même l'arnaque des pèlerins. Quand on parle d'arnaque, on parle non seulement des services sur place, mais aussi des passeports aussi ici qui peuvent être falsifiés, les faux passeports qui sont délivrés par les agences aussi. Des faux passeports, on n'en a pas, mais des visas et puis des autorisations de Hajj là-bas en Arabie Saoudite, ça s'est passé, ça s'est réalisé. On a vu plusieurs pèlerins qui ont quand même été arnaqués. De faux visas, oui, des faux visas et même des faux autorisations de Hajj. Parce qu'il y a des pèlerins qui vont à la Omra et qui restent là-bas pendant 3, 4 mois, 5 mois. Ils ne peuvent pas revenir ici. Non, ils restent exprès pour accomplir le rite Hajj. Ils vont au Ramadan et ils restent jusqu'au Hajj. Voilà, c'est pour accomplir. Là, ils sont exposés à ils achètent des autorisations. Il y en a bien ficelées, autorisations qui se vraiment copient. Oui, mais le contrôle, durant le contrôle, les autorités saoudiennes, ils ont mis un dispositif très vraiment sophistiqué pour distinguer le faux du vrai. Oui, le fausse autorisation du vrai. Donc, une fois il est scanné, vous êtes écarté du Hajj carrément, et puis vous êtes dehors. Expulsé et vous risquez de ne pas de ne pas accomplir votre Hajj pendant 5 à 10 ans avec une amende. Et il faut vraiment faire attention. Il faut faire très attention. Se fier au circuit officiel, continuer à se renseigner, exiger des garanties comme vous l'avez dit, et pour vraiment être sûr d'avoir les bonnes conditions sur place. Alors justement, ces bonnes conditions sont importantes, il faut qu'elles soient réunies sur place. Là aussi, vous intervenez en tant qu'office pour garantir des services aux pèlerins sur place. Alors, quels sont ces services que vous avez mis en place? Est-ce qu'ils se sont améliorés avec le temps, avec les manquements que vous avez constatés, qui sont remontés vers vous? Comment va se passer cette saison du Hajj 2025? Alors, les prestations sur place, en collaboration avec Air Algérie, bien sûr, le ministère des Affaires religieuses, ils ont mis tout un dispositif de garantir le bon déroulement de l'opération Hajj en mettant en place des commissions au niveau des aéroports. Tous les aéroports d'Alger, il y a des cadres de l'office, des cadres du ministère des Affaires religieuses qui sont prêts à accompagner le pèlerin et orienter en même temps les pèlerins à tout moment, même si on n'a pas, des fois, les pèlerins ne possèdent pas le visa. C'est au niveau de l'aéroport qu'on fait produire leur visa, bien sûr. Donc tout un dispositif est mis en place
au niveau des aéroports pour accompagner, Inch'Allah, nos futurs pèlerins vers la Mecque. Inch'Allah, on espère que ça va bien se passer pour eux. Docteur Atou, je reviens à vous pour l'aspect médical qui est très important. Les malades chroniques, vous l'avez dit, sont nombreux à accomplir le Hajj. Et pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre d'ici? Est-ce que tous les médicaments, il n'y a pas d'interdit à partir d'ici? Ils peuvent prendre leur traitement tranquillement. Oui. Ici, d'ailleurs, c'est ce qu'on c'est ce que vous recommandez. Parce que là, pour le malade chronique, il faudrait qu'il prenne une quantité suffisante, donc au moins 2 mois, qui va couvrir 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de perte. Et ces médicaments ne doivent pas être au niveau d'un même bagage. Donc on leur dit qu'il faut mettre une partie en bagage soute et une partie en bagage main. Et là, donc pour ce qui est des produits, surtout comme l'insuline ou autres, donc il faudrait les mettre dans un conditionnement adéquat et les prendre avec eux dans l'avion. Donc on ne les met pas en soute. Très bien. Pour le Hajj en général, en dehors des maladies chroniques, oui, on leur demande de prendre un minimum de médicaments, comme on le fait quand on part en vacances. Donc un peu d'antalgique, du paracétamol, un antidiarrhéique, donc des vitamines, tout ça, en petite quantité. Donc il faut avoir une trousse. Très bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est qu'avant, moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, en partant, on leur disait, il faut prendre 1 kilo de médicaments. Alors, moi, ils ne savaient pas ce que c'était 1 kilo de médicaments. Elle va chez le pharmacien, 1 kilo de médicaments. Il leur donne 100%. C'était, vous voyez que déjà... C'est-à-dire qu'il faut prendre ses dispositions. Ils étaient déjà préparés, ils prenaient leurs dispositions. C'est ce qu'on dit. Donc, pour les gens en bonne santé, prenez toujours votre petite trousse de médicaments qu'on peut prendre, qu'on prendra pour n'importe quel autre voyage. Si toutefois le malade chronique oublie ses médicaments, qu'est-ce qui se passe sur place? Est-ce qu'il a moyen de se les procurer? Oui, alors là, on assure. C'est vrai que peut-être qu'il n'aura pas le médicament qu'il prenait, mais il y a toujours son équivalence. Très bien. Donc là, il se présente au niveau des unités périphériques ou bien de l'unité centrale, que ce soit au niveau de la Mecque ou bien au niveau de Médine. Là, avec son carnet de santé. Donc voilà, je reviens vers le carnet de santé, où sont transcrits tous ces médicaments. D'où l'importance de l'avoir. Voilà, d'où l'importance de l'avoir bien documenté. Oui. C'est pas de l'avoir bien documenté. Sur cette base, nous, donc là, on restitue, on remplace et on donnera la quantité suffisante pour le séjour. Et comme vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à mettre toutes les maladies sur ce fameux carnet. Mais c'est ça, non, il ne faut pas se dire je vais cacher, je risque d'être... Non, vous ne serez plus refoulé, c'est bon, remplissez-nous juste vos carnets de santé. C'est très important. Très bien. Alors l'accomplissement des rites, M. Hachadi, c'est important pour que le Hajj soit accepté et qu'on puisse réussir donc à faire ce pèlerinage. Alors ces rites, on a souvent des idées reçues par rapport à ces rites qu'on doit accomplir. Souvent on est dans cette foule. Est-ce que réellement il faut c'est-à-dire s'immiscer dans cette foule pour accomplir ces rites ou non? Qu'est-ce que vous recommandez au Hadji? Bien sûr, si vous permettez, je tiens à signaler auparavant que le ministère des Affaires religieuses et des Waqf assure un encadrement parfait et complet, à commencer par les séances de sensibilisation, les séances d'enseignement fournies au niveau des mosquées de chaque circonscription. Il y a une mosquée principale où on assure des enseignements à tous les pèlerins. C'est la formation. C'est une formation, oui, c'est une formation pour chaque circonscription. Il y a une mosquée bien désignée, connue par les pèlerins, où on donne des enseignements pour les Hajj, bien sûr. Donc, pour ce que vous venez de poser comme question, il faut que le Hajj soit bien informé, bien sûr, et il faut qu'il ait un minimum de savoir concernant les piliers de l'Hajj, bien sûr, pour ne pas tomber dans l'erreur, bien sûr, dans l'erreur, parce que il a le risque que son Hajj ne soit pas valide parce qu'il a fait une erreur concernant l'un des piliers de l'Hajj, à savoir l'intention, les niya. Il faut faire la différence entre l'ihram ou libas l'ihram.
Les gens confondent entre libas al-ihram ou l'ihram. L'état de sacralisation, l'ihram, où le hajj doit fournir l'intention de faire le hajj à travers l'un des modes de hajj, soit l'ifrad ou le qiran ou le tamattu'. Et puis il y a les deux étoffes, hein, libas al-ihram, hein, la tenue de l'ihram. C'est autre chose. Très bien. Par contre, donc, le rukn al-asasi, c'est niya, l'intention. Et puis, on a après ça le wuquf bi'arafa. C'est le pilier essentiel. Le Nabi alayhi salatu wassalam قال الحج عرفة. Arafa, c'est le hajj. Alors, celui qui n'arrive pas ou qui est venu en retard pour assister à Waqfat Arafat, son hajj ne sera pas valide, bien sûr. Donc, il est dans l'obligation d'assister dans le périmètre désigné et bien déterminé qui est Saïd Arafat, au moins 1 heure de la journée, et il n'a pas le droit de sortir du périmètre de Arafat qu'après le coucher de soleil, qu'après le crépuscule. Donc, هذا الركن الثاني. الركن الثالث c'est bien طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج, où on doit faire les 7 tours de la Kaaba. Et puis الركن الرابع اللي هو السعي بين الصفا والمروة. Donc il doit observer ces 4 piliers essentiels. Après les autres rites sont des obligations qu'on peut les rattraper. Très bien. Par contre, عدم الوقوف في عرفة, ne pas se présenter et être au bon moment au Saïd de Arafat, c'est qu'on a raté notre on a hajj. raté le hajj. Oui. Ne pas fournir une niya, on peut le rattraper avec une sacralisation, bien sûr, mais ne pas assister à Arafat, être absent pendant le waqfat à Arafat, mais le hajj, bien sûr, on paie. Alors, comment se comporter pendant ces Voilà, ces justement, piliers donc, du Allah hajj? tabaraka wa ta'ala قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Il faut savoir que au moment où le hajj fait l'intention, où ينوي le hajj, et il rentre dans l'état de sacralisation. Oui. C'est un état. وش معناها الإحرام? C'est comme la prière. Quand on dit Allahu Akbar, نسميوها تكبيرة الإحرام. C'est-à-dire, au moment où on dit Allahu Akbar, beaucoup de choses deviennent illicites. Oui. Pendant la prière. Oui. Ne pas parler, ne pas manger, ne pas bouger, trop bouger, ne pas se dévier de la Kaaba, bien sûr. هذا وش معناها الإحرام. C'est la même chose pour le hajj. Il y a des choses qui sont licites et qui sont dans la nature ordinaire, mais au moment du hajj, qui sont 6 jours pratiquement. Oui. يعني احنا الحج راح يروح un peu plus tôt pour revenir un peu plus tard, mais le moment où le hajj rentre dans l'état de sacralisation يوم 8 ذو الحجة et effectue le wuquf bi'Arafa, tout à fait après il rentre dans la désacralisation mineure. يسموه التحلل الأصغر. Donc c'est pratiquement 6 jours. 6 jours. Très bien. Donc Il faut pendant bien ces 6 comporter, bien jours, se tenir. pendant ces 6 jours, on est tenu à s'abstenir de certaines choses qui sont licites dans les jours La vie courante. dans la Oui. vie courante, mais pendant ces 6 jours, le hajj doit s'abstenir, bien sûr, ne pas prendre ses ongles, ne pas prendre ses cheveux, ne pas mettre du parfum, ni des savons parfumés, ne pas avoir des rapports intimes avec son épouse, bien sûr, et ne pas rentrer dans des querelles et des disputes, ne pas se bagarrer, bien sûr. Et Allah tabaraka wa ta'ala قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Alors, on connaît le tempérament des Algériens. Il faut Oui, vraiment mettre ça de côté. justement, Oui. il faut se contrôler, Oui. il faut être dans ce rite avec son cœur, et essayer d'éviter
toutes les querelles, toutes les disputes, bien sûr éviter كيفاش نقولوا يعني الاحتكاك. Essayer de s'éloigner où il y a la foule, bien sûr. Par exemple, بزاف حجاج pense que لمس الحجر الأسود toucher la pierre bien sûr تاع الحجر الأسود c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر لما كان سيتي بوسيبل، وفي مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو راكب على سور سا مونتور. Très bien. دونك ميم سيدنا يعني كثير من الصحابه سي بلي سي ان اكت سوريروغاتوار، سو ني با اون اوبليغاسيون. Il faut pas être aux premières lignes forcément pour voir son hajj validé. Il faut éviter la foule, il faut éviter les bousculades, il faut être dans un état de paisibilité, de sérénité, être serein et essayer de profiter des moments de l'Hajj pour invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour faire des prières, pour faire des actes de bienfaisance. C'est là où il faut s'investir et intensifier ces actes d'adoration. Sinon, essayer d'être calme le plus possible, bien sûr. Très bien, très bien. On va continuer justement en parlant de foule. Il faut les éviter parce qu'il y a des contaminations qui peuvent avoir lieu, docteur. Oui. Quand on est en contact à proximité de quelqu'un de malade, il faut absolument les éviter. Oui, ça c'est parce que comme ça a été dit, le mouvement de foule est très dangereux. Oui. Et il y a tellement c'est là de où monde. les accidents... oui, on a vu des accidents arriver à cause de ces mouvements de foule. En dehors de ces accidents-là, donc il y a la prévention. Les hadjis viennent des quatre coins du monde. Oui. Et là, il faut éviter qu'il y ait vraiment ces accolades. Porter les bavettes quand on est à ce moment-là au niveau donc pendant ces 6 jours-là où il y a beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à mettre vos bavettes, même si on n'est pas malade, même si pour on se pas, protéger. au contraire, oui. On se protège. Oui. Et si on voit que quelqu'un a de la température, il faut pas s'approcher, qu'il tousse, il ne faut pas s'approcher. Il faut essayer d'élargir leur diamètre, comme on dit. Il faut pas le périmètre, il faut pas restreindre. Et on peut faire le tawaf alors en le faisant, en agrandissant son périmètre. On n'est pas obligé d'être tout près. Au contraire, c'est là. Et d'ailleurs, pourquoi déjà les infections se propagent? Parce que déjà la personne est fatiguée, donc on a une immunité qui est affaiblie. Oui. Et bon, dès qu'il y a une immunité faible, bon, les virus sont là, ils n'attendent que ça. Oui. Et c'est ce qui va entraver ce séjour-là. Et le Hajj, au lieu de s'occuper à mener bien sa mission, là, il va se retrouver malade, hospitalisé, ou bien que ce soit chez nous, ou bien au niveau des hôpitaux saoudiens. C'est ce qu'on veut éviter. D'ailleurs, notre devise quand les Hajjis viennent, c'est de les remettre rapidement sur pied pour qu'ils puissent encore aller faire continuer leur... Alors, la chaleur, c'est pas évitable, il faut continuer la chaleur est là. S'hydrater. La chaleur est là, on ne peut pas changer un climat. Oui. Donc là, c'est s'hydrater. S'hydrater. Il faut toujours avoir sa bouteille d'eau. Il faut l'avoir. Il faut éviter de sortir fait les moments où c'est les fortes chaleurs, par exemple, entre l'Asr. Là. Et si on sort, donc il faut avoir les ombrelles. Il ne faut jamais s'exposer. C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on a vu surtout les sujets âgés qui ont eu des brûlures. Je vous assure que surtout faire Arafat et tout ça avec l'ihram, donc ils ont eu des torses qui étaient brûlés. Et là donc se laver les mains fréquemment. Pourquoi? Parce qu'on nous touche. Partout, l'ascenseur, tout. Là, il faut éviter de s'alimenter dehors. Alhamdoulilah, maintenant, nos hadjis sont pris en charge pour ce qui est de la restauration. Donc là, il y a quelques années, c'est vrai que ça posait un gros problème, mais maintenant, non, alhamdoulilah. Quand on achète des fruits, c'est vrai que le hadji, il faut bien les laver. Ne pas consommer ce qui est vendu dehors. Sous la chaleur déjà. Et c'est là où c'est la porte d'entrée de toxi-infection. Et vous savez que s'il y a une toxi-infection, le Hajj, il a au minimum 48 heures, il est alité. Il ne peut pas sortir. Et du coup, il ne peut pas et du coup, donc ça va raccourcir. Bon, et il sera peiné. Il trassera parce que là, il voit ses compagnons aller à la mosquée alors que voilà, il est là
attendre que ça passe. Oui, alors il faut avoir quand même une petite somme d'argent pour faire face à ces imprévus, on va dire. Est-ce qu'il faut, pour acheter certains accessoires, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il faut quand même un petit budget, prévoir un petit budget quand même? Il faut toujours avoir son argent de poche. Oui. Là, d'ailleurs, ils partent d'ici avec leur pécule. Oui. Donc, il ne faudrait pas hésiter à utiliser ce pécule pour eux-mêmes. Oui. Et ne pas pour ramener des souvenirs. Cadeaux, Oui. Des cadeaux. Il y a tout. C'est ça le problème de nos... Oui. Donc, au moins qu'il dépense ce qu'il a pour lui. C'est très important. Alors, même, moi, je dirais juste une chose. Avant qu'il ne parte, donc qu'il choisisse l'habillement. Oui. Du coton. Oui. Des habits qui absorbent cette sueur. Parce bien. qu'ils vont transpirer. Des chaussures qui sont adaptées. Et quand très souvent, ils achètent des chaussures neuves qu'ils prennent avec eux. Alors, moi, je leur dis, donc il faudrait les acheter et les porter ici. Avant qu'ils ne partent. Et quand on choisit sa paire, on la prend l'après-midi, on ne la prend pas le matin. Très bien. C'est des conseils à prendre en considération. Exactement. Pour bien se sentir sur place, pour éviter des problèmes. Bien sûr, c'est pour être à l'aise. Très bien. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Khoudia, pour un dernier peut-être mot concernant justement la prise en charge sur place, la restauration, l'hôtellerie. Tout est mis en place là-bas pour, en tout cas, les meilleurs services, j'imagine, ont été payés pour permettre l'accomplissement au mieux de ce Hajj. Exactement. Donc, permettez-moi, Bark, d'enchaîner avec mon ami quelques conseils à nos chers pèlerins. Donc, pour leur préparation. Donc, la préparation, quel conseil à donner, Bark? Il faut tout d'abord se préparer physiquement et mentalement. Donc, il faut avoir ton visa, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, et le passeport. Le passeport, il faut qu'il soit valide. Deuxièmement, et sur le plan mental, bon, je prends un petit peu du côté santé, préparation mentale et émotionnelle. Donc, c'est très important. Gestion du stress, et puis la patience et la tolérance qui sont vraiment importants pour nos pèlerins. Côté organisation, en ce qui concerne l'hébergement, tout est mis en place. Les autorités algériennes ont signé des conventions. On a signé des conventions avec les partenaires saoudiens en ce qui concerne l'hébergement, les hôtels. Et puis avec les compagnies algériennes, le Air Algérie, il y a des conventions qui ont été signées avec le ministère des Affaires religieuses et l'Office national. Et puis avec même les compagnies étrangères saoudiennes, le SV. Donc tout est mis en place pour que nos futurs pèlerins, Inch'Allah, soient à l'aise. Pour que cette saison soit une réussite pour vous en tant qu'organisateur, mais aussi pour ces pèlerins qui voyageront pour justement dans l'adoration de Dieu et pour accomplir ce 5e pilier de l'islam. Un dernier mot peut-être, Monsieur Hachadi, pour justement en termes de sensibilisation. Oui, bien sûr, je profite pour dire à nos futurs pèlerins, bien sûr, que le ministère a garanti un encadrement au niveau des hôtels, bien sûr, et il va y avoir une permanence 7 sur 7, 24 sur 24, bien sûr. Il va y avoir l'Aïma al-Mourchidine qui seront installés à chaque hôtel. Donc le pèlerin, avant de sortir, il a l'occasion de poser la question. Très bien. Et après avoir effectué son acte d'adoration, qu'il soit la prière ou autre chose, en rentrant à l'hôtel, il va retrouver les mêmes imams, l'encadrement qu'il faut pour poser les questions quant à ce qui lui est arrivé. Et vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à aller les harceler, poser les questions. Il faut harceler ces mourchidines et ces guides. Bien sûr, ils sont là pour ça. Pour ça. Un dernier mot, docteur, avant de terminer l'émission. Donc je dirais juste à nos hadji, avant qu'ils ne partent, qu'ils se reposent, qu'ils dorment tôt. Parce que c'est très important. Ils reçoivent leur famille et ils sont déjà fatigués avant de partir. Donc moi je leur dis, prenez une bonne semaine de repos avant votre départ. Inch'Allah. Monsieur Khoudia, un dernier mot? Bon, le dernier mot, je souhaite à nos futurs pèlerins une bonne saison de pèlerins. Et puis j'ajoute à cela le point essentiel financier qu'a le président de la République a pris en charge quand même en augmentant
l'allocation touristique à 3700 riels. C'est une somme appréciée quand même par nos pèlerins et nos peuples algériens. C'est bien de le signaler. Monsieur Hachadi. Si vous permettez un petit mot, oui. Je rappelle à nos pèlerins qu'ils représentent l'Algérie. Oui, qui sont il faut des bien ambassadeurs, il faut bien se comporter, bien sûr, il faut bien représenter l'Algérie. Inch'Allah, amin. Ben merci messieurs, madame, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous avions un représentant du ministère des Affaires religieuses, en l'occurrence monsieur Hachadi, de l'Office national du Hajj et de l'Amra, monsieur Khouja, et du ministère de la Santé, docteur Fatma Zahra Atou, qui est aussi membre de la mission médicale qui sera sur place. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Ikram au streaming, Samir à la technique et Tahar à la régie d'antenne. Merci, à demain.